Nouveaux affrontements entre manifestants et forces de sécurité au Soudan ce samedi. On dénombre un mort et plusieurs blessés graves. Fièvre hémorragique Ebola en RD Congo, le ministère de la Santé confirme que le cap des 1000 morts a été franchi vendredi. Puis 2 mois après les inondations au Malawi, le gouvernement aide les familles déplacées à se réinstaller dans des zones surélevées. Dimanche 5 mai 2019, bienvenue à toutes et à tous. Au Soudan, un manifestant est mort des suites de ses blessures subies lors d'affrontements ce samedi entre les forces de sécurité et des déplacés d'un camp du Darfour dans l'ouest du pays. L'annonce a été faite ce dimanche par des médecins. Voici les précisions. Les heurts qui ont opposé samedi une foule de manifestants du camp de déplacés d'Attache aux soldats et forces paramilitaires à Niyala, la capitale de l'État du Darfour Sud, a fait un mort. Il s'agit d'un manifestant soudanais qui a succombé à ses blessures subies lors des affrontements. Son décès a été confirmé par un médecin d'un hôpital du Darfour où il avait été admis. Outre ce cas de décès enregistré, on dénombre également 4 blessés graves parmi les membres de l'armée et de la force de soutien rapide, une unité paramilitaire, lors de ces affrontements. Le Soudan connaît d'importantes manifestations depuis le 19 décembre dernier, après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Avant le départ du président Omar el-Béchir le 11 avril, les services de renseignement et la police avaient tenté de disperser plusieurs rassemblements par la force, causant des morts parmi les protestataires. Mais depuis l'éviction d'Omar el-Béchir par l'armée, la plupart des rassemblements de protestation n'ont pas été réprimés. Le Darfour a été déchiré par un conflit qui a éclaté en 2003 lorsque des rebelles appartenant à des minorités ethniques ont pris les armes contre le gouvernement de Khartoum, à majorité arabe, l'accusant de marginaliser économiquement et politiquement leur région. De nombreuses personnes déplacées par les combats vivent encore dans des camps. 2 touristes français en vacances dans le parc national de la Pandjari, dans le nord du Bénin, ont disparu avec leur guide depuis mercredi, près de la frontière avec le Burkina Faso, confronté à une dégradation alarmante de la situation sécuritaire sur son sol. Aux dernières nouvelles, le guide béninois a été retrouvé mort et le convoi de ravisseurs serait en direction du Mali. La Pandjari, d'une superficie de 4700 km², est l'une des 3 parcs de l'ensemble WAP, entendez parc du W, Arli et Pandjari, qui s'étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Au sein du ministère des Affaires étrangères à Paris, une source a confirmé que 2 touristes français ainsi que leur guide béninois qui visitaient le parc de la Pandjari n'ont pas regagné leur hôtel où ils étaient attendus mercredi soir. Ils sont recherchés activement avec le soutien des autorités béninoises, a précisé cette source. Une source au sein de African Park, l'ONG en charge de la gestion de la Pandjari, a également confirmé cette disparition inquiétante, affirmant qu'il était trop tôt pour parler d'enlèvement. Le Bénin est considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, une région mouvementée où opèrent de nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mais le chaos qui règne depuis 2012 au Mali s'est propagé depuis environ 3 ans au Burkina Faso, confronté à une multiplication des attaques djihadistes sur son territoire. Ces derniers mois, plusieurs experts et sources sécuritaires ont mis en garde contre le fait que le nord des pays côtiers de l'Atlantique, comme le Togo et le Bénin, soit vulnérable face à la stratégie d'expansion et de multiplication des fronts adoptée par les groupes armés. On reste au Bénin. L'ancien président Nicéphore Soglo continue d'alerter sur le danger qui guette la République. À la faveur d'une rencontre avec la presse, il a évoqué la qualité des actuels responsables politiques au sommet de l'État et leur implication dans des scandales ayant éclaboussé par le passé la nation. Il a par ailleurs déploré leur entêtement à organiser coûte que coûte les législatives non inclusives, source des tensions politiques que traverse actuellement le pays. On l'écoute.
Les médiations de la République fédérale du Nigeria, de la CEDEAO, des Nations unies, de l'Union africaine, du Forum des anciens chefs d'État que je représente, de gouvernement, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation, du dynamisme de l'opposition étaient vaines. Talon préfère que coule à flot le sang béninois. Et ces mercenaires tirent à balles réelles sur notre peuple. Et il faut qu'on répète ça, que tout le monde entende qui est à la tête de notre pays et qui veut mettre fin aux acquis de la conférence souveraine de février 90. Cet homme est un danger pour la nation et une honte pour la francophonie. Il tue impitoyablement et sans état d'âme. Il vient de le montrer à nouveau. Pour lui, c'est la bourse ou la vie. Et il n'adore que le veau d'or. Ce que l'actuel pape appelle le fumier du diable. Mais lui, il appelle le retour d'ascenseur, c'est ce qu'il m'a dit. Et il parle de lutte contre la corruption. Il ne manque pas d'humour. Au Sénégal a été adoptée hier samedi la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre, une initiative du pouvoir dénoncée par l'opposition et la société civile 2 mois après la réélection du président Macky Sall. Suite au vote de la réforme constitutionnelle, plusieurs députés sénégalais se sont exprimés. Suivons-en quelques-uns. Cette réforme constitutionnelle n'est pas une réforme qui bouleverse l'équilibre entre nos institutions. Cette réforme constitutionnelle ne remet pas en cause cet équilibre, ne renforce pas les prérogatives du président de la République. Rien dans cette réforme ne renforce les attributions constitutionnelles du président de la République. Rien. Et personne ne peut le démontrer. C'est un recul démocratique. On ne peut pas concentrer tous les pouvoirs sur une seule personne. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Sénégalais, c'est que leur niveau de vie puisse changer. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de démocratie. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait plus de justice à ce pays. Il sait pertinemment que le Premier ministre peut beaucoup apporter. Mais c'est sa volonté de boulimie du pouvoir. Il veut tout s'accaparer, tout mettre sur lui pour pouvoir diriger ce pays. Et au Malawi, les populations se remettent peu à peu des dégâts causés par les inondations il y a de cela 2 mois. Le gouvernement et quelques partenaires au développement aident les familles déplacées à se réinstaller dans des zones surélevées. Voici les précisions. 2 mois après les inondations qui ont frappé le Malawi, la vie reprend timidement son cours pour ces familles déplacées. Réfugiés dans un camp de Tikwawa, la plupart ont tout perdu et vivent de l'aide que leur offrent les organisations humanitaires. Mon principal souci en ce moment est le logement, parce que notre maison s'est effondrée. Nous n'avons pas d'argent pour construire une autre maison. Nous demandons donc l'aide du gouvernement et des organisations. Face au désastre, beaucoup d'organisations se donnent la main pour redonner le sourire aux victimes. Le Programme alimentaire mondial, Shelterbox, mais aussi la Croix-Rouge du Malawi qui apporte les kits d'abri et la FAO qui fournit des semences. Si nous pouvons offrir un programme conjoint complet, les gens auront plus de chances de rentrer chez eux. Ils le disent eux-mêmes. On attend seulement d'avoir des semences, de la nourriture et un abri. Une bâche plastique, c'est tout ce qu'ils demandent. En attendant le retour, les familles déplacées sont réinstallées dans des zones surélevées afin d'éviter de nouveaux désastres. Je suis heureuse d'avoir reçu une maison qui se trouve dans une zone surélevée. Pour rappel, quelques 200 000 personnes ont été déplacées par les inondations qui ont touché la moitié des 28 districts du Malawi. Au moins 56 personnes y ont perdu la vie et 500 autres ont été blessées. Épidémie de la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo. Le cap des 1000 morts a été franchi vendredi dernier. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé du pays.
Au total, il y a eu 1008 décès, 942 confirmés et 66 probables et 422 personnes guéries, a indiqué le ministère congolais de la Santé dans son bulletin quotidien vendredi soir, 9 mois après la déclaration de l'épidémie le 1er août dans la province du Nord Kivu et très marginalement dans l'Ituri voisine. Au 2 mai, les autorités sanitaires ont enregistré 14 nouveaux décès de cas confirmés. C'est la 10e épidémie sur le sol congolais et la 2e la plus grave dans l'histoire du virus, après celle qui a menacé l'Afrique de l'Ouest en 2014 avec plus de 11 000 morts. Le taux de létalité globale de l'épidémie est de 65,9%, a ajouté l'autorité sanitaire congolaise qui orchestre la riposte avec l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et quelques ONG. Plus de 110 000 personnes ont été vaccinées. Depuis début août, les 2 pays frontaliers, Rwanda et Ouganda, ont aussi vacciné des membres de leur personnel de santé. Nous anticipons un scénario de transmission continue et intense, a déploré le directeur du programme pour les urgences de l'OMS lors d'une conférence de presse pour juguler l'épidémie. Certains parlent de 6 ou 9 mois ou une année, a prudemment envisagé le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, dans un entretien. Les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont par ailleurs dénoncé des manipulations politiques qui attisent l'hostilité contre le personnel médical dans les régions affectées, un facteur qui tend à aggraver l'épidémie. Un médecin camerounais de l'OMS a été tué le 19 avril à Boutombo par des hommes armés alors qu'il dirigeait une réunion d'une équipe anti-Ebola. Deuxième visite de la chancelière allemande au Niger en l'espace de 3 ans. Angela Merkel s'est rendue sur le chantier de la Maison de l'Espoir de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Une maison en construction grâce à la générosité de la chancelière qui a rétrocédé à l'ONG son prix international pour l'égalité de genre, initié par le gouvernement finlandais. Abdul Karim Mahamadou. En visite au Niger, la chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue à la Maison de l'Espoir, un centre d'accueil pour les femmes et enfants victimes de violences familiales d'une capacité de 12 lits en construction grâce aux bonnes œuvres de la chancelière qui a rétrocédé à l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales son prix international pour l'égalité du genre, initié par le gouvernement finlandais et décerné en 2017. C'est une consécration pour l'ONG qui voit ses efforts récompensés après plus de 20 ans de lutte contre les violences. Notre action n'est pas restée vaine. Notre lutte n'est pas restée vaine. Parce que nous venons d'accueillir la femme la plus puissante du monde, Dr Angela Merkel, qui a toujours œuvré pour la défense des droits humains de par le monde. Depuis sa création, l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a appuyé plus de 1500 survivantes ici au Niger, dont des femmes victimes de violences physiques, de violences psychologiques, de violences sexuelles, le harcèlement sexuel et le viol, et des femmes victimes d'abandon. Ça sera un centre multifonctionnel au sein duquel s'offriront tous les services, la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique, et la réinsertion socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. Il y aura même un petit atelier d'apprentissage aux survivantes. La chancelière a choisi parmi plusieurs ONG de rétrocéder son prix à SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales du Niger, car selon ses propres mots à l'époque, c'est une lumière d'espoir pour les femmes et les filles affectées par la violence au Niger. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.